mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue aux 20h sur Canal 2 International. D'abord les titres, eau et électricité, quand les bailleurs font de la surfacturation et s'en mettent plein les poches. Évidemment, dans ce journal, toute la lumière sera faite sur cette arnaque qui tend à se généraliser. En sport, début ce week-end du championnat national de première division avec sur la ligne de départ 19 clubs plus que déterminés. En Côte d'Ivoire, l'heure de la réconciliation a sonné après le retour au bercail des anciens militaires et militants du FPI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Rebonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue aux 20h. Commençons ce journal par la ville Lumière où nous mettons la lumière sur le Technopole, cette pépinière d'entreprises innovantes conduite par évidemment le ministre des PME ce matin. Le lancement des travaux consistera donc à booster l'économie camerounaise au travers de la production industrielle et économique. Voici Bertrand Ketchouan et David Pem, notre correspondant permanent en Sanaga-Maritime. La première pépinière nationale des entreprises sera construite à Edéa dans la Sanaga-Maritime. D'un coût total de plus de 3 milliards de francs CFA pendant 3 ans, soit un peu plus d'1 milliard par an jusqu'en 2016. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat a procédé à la pose de la première pierre ce mercredi 29 janvier 2014. La première phase de ce vaste chantier consiste en la construction d'un bâtiment R+1 et d'une guérite sur une superficie de 1673 mètres carrés. Mais le projet en lui-même sera érigé sur une étendue de 6000 hectares. La pépinière nationale d'entreprise, qui a été qualifiée de pilote, qui a été qualifiée de référence, est en effet le fruit d'une politique que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a mise en route pour développer le secteur des entreprises, qui est le cœur de l'activité privée dans notre pays. 1,2 milliard de francs CFA, c'est la somme débloquée pour la première phase de la construction de cette pépinière nationale de référence. 10 pépinières seront construites dans les 10 régions du Cameroun et celle d'Edéa sera le centre pilote. Toutes ces mesures ne peuvent être efficaces que si les fondamentaux à la base de la gestion des entreprises sont réunis. Cet investissement est une politique du gouvernement de la République pour l'extension du secteur de l'entreprise au Cameroun, gage de développement. L'exploitation forestière illicite est devenue un enjeu national au Cameroun et vous le verrez dans ce reportage, les journalistes s'engagent à protéger la forêt, mais d'abord à dénoncer les abus parce que la forêt, vous le savez, est en danger chez nous. Robert Charlie-Tog, Martin Djemo. Il faut dénoncer les violations dues à l'exploitation illégale des zones forestières au Cameroun. Un engagement auquel les journalistes du Cameroun y adhèrent à travers le JAD. L'intérêt à dénoncer ces abus touchant l'exploitation forestière est la violation de la loi, les conflits existants entre population et exploitants. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a dans ce secteur-là beaucoup de pratiques illégales qui compromettent toute possibilité de développement pour les communautés riveraines. Dans leur engagement citoyen, parsemé d'embûches, de controverses, les journalistes en Afrique pour le développement, JAD Cameroun, entendent développer des mécanismes de protection. Nous allons essentiellement agir sur le plaidoyer, être prêts à dénoncer toutes les attentes, toutes les entraves à l'exercice de la profession de journaliste, des journalistes qui s'intéressent à ces questions-là. Nous pensons que la meilleure protection du journaliste aujourd'hui, c'est d'être professionnel, c'est de bien faire son travail. Pendant 3 jours, du 29 au 31 janvier 2014, dans l'objectif de mieux se former sur la législation forestière, des ateliers d'échange ont ponctué les travaux. Au cours des travaux, un nouveau bureau a été élu pour un mandat de 2 ans. Et les CAM
dans quelques instants pour parler de Yaoundé, évidemment, mais revenons sur le dossier de ce journal, eau et électricité, quand les bailleurs s'en mettent plein les poches. C'est d'ailleurs devenu un phénomène courant. Les bailleurs et parfois même les concierges n'hésitent pas à augmenter de manière illégale et abusive les factures d'eau courante et d'électricité. Et cette situation, vous le verrez, est souvent à la source de beaucoup de conflits entre les bailleurs véreux et les locataires. Julio Trésor-Tanon et Marius Nanko. L'arnaque est bien réelle et présente. Et la mauvaise foi réside le plus souvent dans le plan élaboré par certains bailleurs, celui de prévoir un compteur unique d'eau et d'électricité pour tous les locataires, y compris eux-mêmes. Et même quand les compteurs divisionnaires existent, les index sont à l'avance truqués de manière à gonfler la consommation. La quittance mère d'électricité n'est jamais présentée aux locataires et les feuilles de papier servent de facture. Une abusée témoigne hors du champ de notre caméra de peur de représailles. Vous voyez, on mettait seulement eau tel montant, lumière tel montant. On ne mettait pas forcément les index, le nombre de kilowatts de lumière qu'il fallait payer. Ça, c'est la SNEC et la SNEC, par exemple. Et quand tu vas te plaindre, on te dira, ton compteur ne marche même pas, tu consommes beaucoup, il faut que tu payes ce qu'on t'a donné. Ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à partir à sonner, tu n'as pas de lumière. Chaque fin du mois, tu payes ta consommation, tu payes même pour le bailleur. Tu n'as même pas du tout le choix. Vous voyez, par exemple, là, en un mois, on te fait payer la lumière 15 000, parfois 12 000, parfois 8 000. Voici une autre victime de pratiques de surfacturation de son bailleur. Le malaise est souvent accompagné de chantage et la fameuse caution non remboursable. Ils m'ont demandé 10 000 francs pour la caution. Et chez moi, il n'y a que le ventilateur, avec la télé, ce n'est que tout ce que j'ai à la maison. Avec tout ça, je paye 3 000 pour la lumière. Je ne vois jamais, il n'y a rien, je ne vois pas l'index. Ils me disent que non, c'est comme ça que ça se passe. Si ça ne m'arrange pas, je ne prends pas, je ne vais pas me plaindre. Lors de notre enquête, il nous a été rapporté que certains bailleurs, même après avoir collecté les soi-disant frais de consommation d'eau et d'électricité, ne payent jamais les quittances, ce qui occasionne le plus souvent les coupures pour non-paiement. Il est donc temps qu'une action soit menée par les autorités compétentes pour que cesse cette pratique qui non seulement met en mal certains locataires, mais aussi crée un manque à gagner aux sociétés en charge de l'électricité et de l'eau. N'oubliez pas de dénoncer avec force et avec justice et droit les abus de toutes les natures. Mettons le cap sur Yaoundé où Elecam, l'agence de l'organe de régulation et d'organisation des élections, a décidé de primer les meilleurs agents. Ebel Olinga, vous nous confirmez cette information ce soir. Bonsoir. Bienvenue à Yaoundé, Martial Bissok. Mesdames et messieurs, bonsoir. Effectivement, confiance, participation et responsabilisation des acteurs. Ainsi se résume la vision stratégique d'Election Cameroun pour l'année 2014. Cette vision a été dévoilée au terme de la cérémonie de présentation de vœux au directeur général de l'ECAM, Mohamed Sani Tanimou. Gislain Pierre Sono, Serge Alain Zebou pour le reportage. Et l'ECAM, en ce jeudi, on a suspendu un peu le vécu quotidien et ordinaire depuis la fin du processus électoral du 30 septembre 2013. Place à des sanctions. C'est le comice électoral. 120 antennes communales reçoivent par ordre de mérite des prix d'excellence et des prix d'encouragement le temps d'un bilan. Nous avons parachevé la réforme biométrique des listes, élaboré un fichier électoral fiable et sécurisé, mis en ligne les fichiers électoraux pour consultation, élaboré et distribué les cartes électorales à plus de 90%, assurer l'organisation méthodique des élections sénatoriales, législatives et municipales dans des conditions parfois éprouvantes. Enfin, braver le contentieux électoral. La révision des listes électorales fait partie de la feuille de route en 2014 à travers les 10 délégations régionales, 58 agences départementales, 360 antennes communales, mais aussi dans 40 destinations retenues dans la diaspora. Il s'agira aussi d'accentuer la maîtrise de la gestion du processus de refonte biométrique, autant qu'il faudra plus de célérité dans la transmission des résultats acquis par bureau de vote ou publiés par les commissions communales de supervision. L'année 2014 ne sera donc pas de tout repos. Je vous interpelle à plus d'un titre. Il s'agit pour l'essentiel de la révision des listes électorales entamée depuis le 2 janvier dernier à l'intérieur du territoire, de la refonte biométrique des listes électorales auprès de la diaspora qui sera lancée dans les 3 prochains jours, de la gestion rigoureuse et rationnelle des ressources humaines, matérielles et financières, particulièrement en année non électorale. Ici, on prône la transparence électorale, la crédibilité et la fiabilité.
Et dans la série des présentations de vœux aux membres du gouvernement, le ministre de la Communication a reçu cet après-midi les souhaits de bonne année de la part de la grande famille des organismes et structures placées sous sa tutelle. La cérémonie qui a vu certains de ses collaborateurs décorés a également donné l'occasion à Issa Tiroma Bakari de dresser le bilan de l'année qui vient de s'achever. Je vous propose à ce propos une attitude du ministre de la Communication. Notre action s'est déployée dans un cadre dont les priorités étaient les suivantes. Intensifier les campagnes d'éducation et de sensibilisation des populations sur les valeurs morales et l'intérêt général, assurer une meilleure communication sur les actions menées et sur les sanctions effectives prononcées dans le cadre de lutte contre la corruption, mieux informer le public sur la mise en œuvre de grands chantiers en cours d'exécution et sur le territoire national dans le cadre de la politique de grande réalisation du chef de l'État. Promouvoir l'image des marques du Cameroun en direction des gouvernements, des investisseurs étrangers et de la diaspora. Développer la communication sur les résultats de la croissance et de l'emploi avec la mise en place d'un plan de communication adéquat. En actualité, les zones humides du Cameroun sont en danger. Il y a nécessité de les sauver. C'est sous le prisme de cette alerte que s'est célébrée ce jour la 17e journée mondiale des zones humides. À Yaoundé, le ministre en charge de l'environnement appelle à une prise de conscience pour sauver cette partie de l'écosystème qui joue un rôle déterminant pour notre agriculture. Évocation avec Bran Kamga et André Marindia. C'est une honte pour le Cameroun. C'est ce Chinois qui volontairement veut nettoyer et préserver le lac municipal de Yaoundé. 70% de la superficie nationale sont des zones humides, une richesse naturelle qui fait face à de nombreuses menaces liées à l'activité humaine. Il faut préserver nos zones humides. Dans plusieurs régions du Cameroun, particulièrement la partie septentrionale du pays, les ressources en eau sont déjà utilisées à leur limite durable ou au-delà. L'avenir n'est guère brillant. La 17e édition de la Journée mondiale des zones humides est célébrée ce vendredi 31 janvier 2014. Thème de la célébration, zones humides et agriculture, cultivons le partenariat. La cérémonie est présidée au Centre d'information et de documentation sur l'environnement de Mvombi à Yaoundé par le secrétaire général Patrick Mbok, représentant du ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Les capacités de régénération des milieux naturels doivent être maintenues, voire améliorées, afin de conserver leurs caractéristiques écologiques et leurs services écosystémiques essentiels. La date du 31 janvier a été choisie par anticipation. Le 2 février, date conventionnelle de la Journée mondiale des zones humides, tombant un dimanche en 2014. Pour donner un peu de gaieté, 865 fonctionnaires de police promus au grade supérieur ont reçu ce jour à Yaoundé leurs épaulettes. La cérémonie qui avait pour cadre l'esplanade de l'École nationale supérieure de la police était présidée par le délégué général à la sécurité nationale, Martin Bargangele. Arnaud Nguefa, qui sert à Zébou pour les détails. Le vert rouge flottant sous le ciel de l'École supérieure de police de Yaoundé, des épaulettes qui pleuvent. C'est la subséquence d'une série de tests signés par le chef de l'État en novembre dernier. Le délégué général à la Sûreté nationale le matérialise. 11 commissaires de police principaux promus commissaires divisionnaires, 29 commissaires promus principaux, près de 300 d'avancements d'officiers, un demi-millier d'inspecteurs aussi. Jour de gloire pour tous, l'émotion est au comble. Merci le chef de l'État, le délégué général à la Sûreté nationale, toute ma famille et tous ceux qui m'ont soutenu, ainsi que tous mes collègues. C'est de nouvelles responsabilités que nous allons assumer et pour lesquelles nous sommes fiers. Affaires policières, affaires d'ordre assurément. Défilé de circonstances, au ton d'un chef à bâton magique. Les familles accompagnent l'heureuse circonstance et là, la magnificence par des accolades
et des youyous. À Douala, les fonctionnaires de la Sûreté nationale ont eux aussi reçu les épaulettes. Et vous dites, Martial Bissok, que la cérémonie était présidée par le gouverneur de la région du littoral. Martial? Le Linga, vous avez parfaitement raison. Le nombre est quasiment le même. 804 hauts gradés et moins gradés. 804 policiers qui ont reçu des épaulettes. Et les recommandations étaient simples. Plus de conscience professionnelle, plus de promptitude et surtout plus de réactivité. Myriam Olokmam Gifotso était à la cérémonie. 804 promus dans la police camerounaise reçoivent leur galon à Douala. Ce sont 558 inspecteurs, 171 officiers et 65 gardiens de paix. Il s'agit de nous remettre au travail, il s'agit de respecter les prescriptions qui nous sont données et de participer à ce que nous appelons une police citoyenne. Pour l'instant, nous devons nous préparer et nous devons ménager notre emploi de temps de façon à travailler lourdement, ardemment pour ne pas faillir à nos missions. À ces hommes et femmes avancés en grade, respect de l'éthique et promptitude à réagir ont été recommandés. La lecture du décret présidentiel du 14 novembre aura permis de revenir sur la symbolique de ces distinctions qui viennent récompenser le mérite et le sens du sacrifice dans les rangs. Une cérémonie de remise des galons présidée par le gouverneur de la région du littoral. Ça fait plaisir. Ça ne vous aura pas échappé. Le mois de janvier s'achève. Mais pourquoi? Dans l'inconscient collectif des Camerounais, le mois de janvier est le mois le plus dur, le plus long, le plus difficile. Voici une tentative de réponse de Monique Naoussi. Ça y est, le mois de janvier entre finalement en gare. Et c'est un ouf de soulagement pour ceux qui le vilipendent et l'accusent de tous les péchés d'Israël. Le mois de janvier est le plus difficile économiquement parlant. On l'entend ça et là, même chez ceux dont les affaires connaissent un pic glorieux. Et cette opinion si répandue sert de prétexte pour justifier les forfaits des plus vicieux. Comme on conjure le mauvais sort, ce mois tant lapidé pourrait de façon maligne et insidieuse s'imposer dans la psychologie générale des individus et se révéler en calvaire. Les problèmes de janvier tirent leurs origines de décembre ou des fêtes de fin d'année. On y a laissé toutes nos économies, sans aucune prévision, comme si après les fêtes, les lendemains disparaîtraient. Comme on fait son lit, on se couche. Si janvier n'a pas été planifié, l'année ne le sera pas non plus. Tout comme les fêtes de fin d'année, le mois de février, mars et autres sont faits de challenges et défis à relever. Après la brouillante période des fêtes de fin d'année, janvier devrait se révéler comme un mois de relance en douce, de reprise des forces pour un décollage productif. Le mois de janvier, difficile ou pas, cette caricature, chacun l'a peint selon ses attitudes prévisionnelles. C'est vrai que le mois de janvier peut s'expliquer, enfin la dureté peut s'expliquer par le fait qu'en décembre, il y a un relâchement, il y a l'extase, il y a une succession de fêtes, mais cela ne justifie pas tout. Retournons à Yaoundé et rencontrons Ebel Olinga qui est tombée sur une situation plus qu'insolite et tragique. Une présumée voleuse de bébés qui passe aux aveux complets 3 ans après les faits. Ça suscite notre curiosité. L'instinct maternel, le cordon qui ne se rompt jamais. Le petit Brian retrouve sa mère biologique après une très longue séparation. L'histoire débute en juin 2011, lorsque cette dame se fait passer pour une âme de bonne volonté auprès de Séraphine. Il était question que la mère aille circoncire l'enfant. C'est là alors qu'ils prennent 2 motos. La mère est derrière, elle est devant. Mais arrivé au niveau de rond-point et tout dit, il y avait un peu l'embouteillage là-bas. C'est là où le motoman dit que nous sommes même déjà arrivés à Congé où on partait. La mère maintenant arrête maintenant pour retirer l'argent et payer le mesquineux. La mère lui perd de vue. Séraphine va passer 2 ans sans plus avoir les nouvelles de son enfant. 2 années dures et tristes. Même la maternité de ses jumeaux n'altérera rien au chagrin jusqu'au jour où le destin va décider autrement. J'oublie les médicaments de l'enfant que le pédiatre me montrait. Il y a des moments qu'on a oublié les médicaments de l'enfant. Moi, je ne remonte plus les escaliers. Elle dit, bon, cherchons là où on va s'asseoir. Tu tiens les 2 enfants, je m'en vais chercher. On nous dit, allez vous asseoir là où les femmes vendent là-bas. On traverse maintenant, on se rend que vers elle. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, directement, mon œil a frappé sur elle où elle était assise devant moi. Le centre des opérations de la gendarmerie nationale
sera interpellé au 117 et la prompte réaction des bérets rouges permettra de conduire la mise en cause à la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 1 où l'enquête sera aussitôt ouverte. La mise en cause, après avoir nié les faits pendant longtemps, est finalement passée aux aveux. Et avec l'accord du procureur de la République, l'enfant a été restitué à la famille biologique. Sur les mobiles de cet enlèvement, mademoiselle Nadège répond. Parce que j'avais besoin d'un enfant élevé, j'ai donc pris son enfant, je suis donc parti garder. Pour l'heure, Nadège a été remise entre les mains de la justice. Elle risque de retourner en prison pour enlèvement de mineurs, les mêmes faits qui lui ont déjà valu 6 mois d'emprisonnement en 2009. Parlons cinéma dans ce journal. Et là, fait rare, le Cameroun honoré à Paris. Et effectivement, le Cameroun a participé à la compétition et au festival Un Point Secours, un festival qui prime le cinéma de courte durée et à court budget. Lille Pidjou. Aucun pays ne saurait se développer sans la culture. Et le cinéma reste l'espace de liberté où se traitent les différentes visions du monde. D'où la tenue à vol en verle en France de la 14e édition du festival Un Point Secours. Occasion pour les membres du jury de découvrir de jeunes réalisateurs. Parmi ce jury, 2 Camerounais. La culture est un vecteur incontournable du développement et nos États, particulièrement les États africains, s'ils veulent que l'Afrique se positionne à un rang honorable aux yeux des autres nations du monde, ils doivent investir dans la culture. Et je crois qu'il faudrait qu'on comprenne que l'émergence ne peut pas se faire sans sa culture. L'émergence ne peut pas se faire sans un socle. Et ce socle, c'est la culture. Si aujourd'hui nous envions des États émergents comme la Chine, ce sont des gens qui ont su s'ouvrir à l'extérieur tout en restant soi-même. C'est-à-dire que actuellement, comme j'ai dit, le monde est devenu un village planétaire et personne ne peut vivre en autarcie. C'était aussi le lieu par excellence du partage des œuvres provenant du monde entier en renforçant le partenariat entre le Festival du court-métrage francophone et le Festival international du court-métrage de Douala à la satisfaction de tous. Il est particulièrement réussi, comme je l'ai dit tout à l'heure en présentation de la soirée, parce que déjà par la venue de tous ces gens qui viennent de loin, et je trouve que c'est important, donc les gens qui sont venus de Douala, Annette Angua, Michel Kouaté, les gens qui sont venus du Gabon, monsieur et madame Mamadi, le Québécois. Un petit peu voyager dans d'autres festivals et là je crois que c'est la première fois que je sens une telle chaleur, on a l'impression d'être, je sais pas, on est bien traité, on est bien reçu. Pour rehausser le cinéma africain, de nombreux cinéastes seront formés par des spécialistes du monde cinématographique. Et le Cameroun participera à la table ronde sur les enjeux de la francophonie. La 15e édition se prépare déjà. Cinéma et musique riment forcément ensemble et nous saluons dans cette édition les Camerounais qui font briller évidemment le triangle national et le drapeau national à travers le monde et surtout lors de ce festival du court-métrage à Vaux-en-Velin en France. Le week-end sport, c'est le football, c'est le taekwondo, c'est le karaté et aussi le golf et c'est signé Alex Lembé. C'est parti, le véritable kick-off de la saison sportive 2014 de football sera donné ce samedi à Douala, au stade de la Réunification. Au menu de cette ouverture de saison, une affiche alléchante entre le 2e de la saison écoulée et le 4e, à savoir les Astres de Douala qui recevront Unisport du Onkam. Cette 3e édition de la Ligue de football professionnel du Cameroun revêt une certaine particularité. La particularité de cette saison, c'est que dans le cadre du championnat de Ligue 1, nous aurons 19 clubs. Et dans le championnat de Ligue 2, nous aurons 18 clubs. Les joueurs vont se sublimer pour pouvoir avoir de l'excellence et ils vont donner le maximum pour que le championnat puisse aller. Côté communication et marketing, on note également une nouveauté. Certaines rencontres seront retransmises en direct sur les chaînes locales. Donc, ce n'est plus un seul média qui va retransmettre le match, ça sera pour toute la saison plusieurs médias locaux qui vont retransmettre le match et ça sera vraiment 19 matchs pour la Ligue 1. C'est beaucoup de jeux, c'est beaucoup de spectacles, c'est beaucoup d'opportunités commerciales pour les entreprises qui souhaiteraient s'intégrer dans le football. Rappelons que la rencontre Astre Unisport sera retransmise en direct sur les antennes de Canal 2 International.
Karaté, la Ligue régionale du littoral, par le biais de son président, organise ce dimanche à la base Elf de Douala dès 7h du matin et ce jusqu'à 9h, un stage de haut niveau de karaté qui sera dirigé par le Sensei Oroko, champion de karaté des Pays-Bas et du Benelux. Pour les compétiteurs, là on va essayer de gagner, je vais intituler ça, sont les techniques qui gagnent. Donc on va essayer de travailler uniquement les techniques des comités de compétition, prendre les techniques efficaces et dynamiques, savoir exploiter une technique de karaté, savoir gagner un combat. Voilà, ça c'est la deuxième partie du programme. Alors, une fois de plus, j'en invite à tous les Camerounais, tous les passionnés du sport, des sports d'arts martiaux, à se rendre à la base Elf le 2 février à partir de 7h du matin. Au menu de ces stages, des techniques nouvelles de l'art en comité et en kata, du matériel moderne qui sera distribué aux différents participants. En taekwondo, on ouvre la saison sportive 2014 dans la région du littoral. Cette ouverture, qui concerne tous les pratiquants de la région, aura une particularité, à savoir la présence des experts coréens venus superviser techniciens et encadreurs du taekwondo camerounais. Comme autre rendez-vous sportif ce week-end, du sport virtuel Football FIFA 2014 sur PS3 ce samedi à Douala, à Ange Raphaël, et un Open de golf qui est prévu du côté de Tico dans le sud-ouest. Une note triste pour terminer ce week-end des sports, c'est justement ce samedi que sera conduit à sa dernière demeure Young Francis, président de Young Sport Academy et de National Polytechnique de Bamenda. Pensée pieuse à l'illustre disparu. En Côte d'Ivoire, l'heure est à la réconciliation. Le président Alassane Ouattara a décidé de libérer les militants proches du FPI, le parti de son ex-rival d'hier, Laurent Gbagbo, encore emprisonné à La Haye pour des raisons que vous savez. Et ces militants avaient été arrêtés pendant la crise ivoirienne. Gervais Nietzsche. Leur mise en liberté provisoire était annoncée depuis lundi soir. Mais pour des raisons administratives, ils ne quittent la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan que ce vendredi. Ces ex-détenus, au nombre de 34, sont des partisans de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Ces militants du Front populaire ivoirien avaient été emprisonnés suite à la crise post-électorale qui avait fait plus de 3000 morts entre décembre 2010 et avril 2011. Je suis heureux et j'ai dit à mes frères et sœurs, d'autres qui sont encore dedans, que l'État n'a pas fait un effort pour les libérer. J'espère que les choses vont avancer pour que nos amis qui sont encore incarcérés ressortent. Vraiment, on est pour la réconciliation, on est pour la paix en Côte d'Ivoire. D'après le Front populaire ivoirien, environ 800 de ces militants sont toujours incarcérés en liaison avec la crise provoquée par le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire de son rival, Alassane Dramane Ouattara. Le FPI, l'ancien parti au pouvoir, considère leur maintien en détention comme un frein au processus de réconciliation nationale en marche en Côte d'Ivoire. Le leader de cette formation politique sollicite l'intervention de l'ancien président Henri Konan Bédié, le grand allié d'Alassane Ouattara. Nous avons sollicité l'implication du président Henri Konan Bédié afin que la résolution de ces problèmes puisse connaître un aboutissement heureux. Je pense que c'est une bonne rencontre qui montre que nous pouvons ensemble construire la paix et la réconciliation nationale dans notre pays. La stratégie du FPI pour obtenir la libération de ces militants emprisonnés est à double détente. D'une part, le rapprochement avec le Parti démocratique de Côte d'Ivoire d'Henri Konan Bédié, qui a une forte influence auprès du président Alassane Dramane Ouattara. Et d'autre part, la mise en place d'une plateforme unitaire de lutte démocratique. Ce regroupement en gestation de partis de l'opposition pourrait exercer une forte pression sur le pouvoir en place. Vous vous êtes souvent sans doute demandé comment se cuisine, comment se prépare votre journal en coulisses. Et nous avons profité de notre séance d'évaluation mensuelle pour recevoir des confrères venus de Yaoundé, Bouba Ngomna, Gislain Pierre Essonneau et puis Debo Andébé. Bref, toute l'équipe de Yaoundé a essayé de rejoindre les confrères, les collègues en toute confraternité pour discuter, pour parler de la ligne éditoriale et pour refonder évidemment des programmes d'information majeurs dans une ambiance un peu qui change un peu du décor. Ça fait toujours plaisir de partager avec vous ces quelques moments et occasion aussi de profiter de évidemment notre petite tribune
pour souhaiter un bon anniversaire au rédacteur en chef, Christian Dobo, qui fête ses 1 an de plus ce jour. Voilà un peu l'ambiance du week-end pour se quitter en détente. Merci, mesdames, merci, messieurs, d'avoir suivi cette édition. Rendez-vous lundi, 20h, sur la même chaîne. Mais n'oubliez pas les éditions du week-end conduites par Lil Pidjo. Bonne soirée et bon week-end, surtout pas d'abus. Thank you.